Nous vous remercions infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Votre soutien est extrêmement précieux pour nous et nous espérons sincèrement que ce contenu vous a plu et vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications et à partager vos impressions dans l'espace commentaire ci-dessous. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Merci encore pour votre fidélité, prenez bien soin de vous et nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles aventures passionnantes sur notre chaîne. Et celles qui sont en train de se produire. Et je pense qu'il y a ici une sorte de signification, à savoir que notre précédente livraison, qui fait partie d'une histoire, laquelle s'inscrit dans l'histoire de la guerre urbaine, à laquelle nous avons participé l'année suivante, et lorsque j'ai discuté avec les représentants et que j'ai discuté avec eux, et que notre précédente livraison était l'une de celles qui, à mon avis, resteront longtemps, et l'année suivante, celle qui relève des collaborations. Tu as parlé avec les représentants du 17 et avec ceux qui pensent que la Hongrie aussi va s'unir. Le point important, c'est qu'entre les premiers ministres, il y a un grand nombre d'investisseurs américains, comme ceux dont tu as parlé au 17, qui sont déjà venus, qui veulent investir à la fin et qui veulent faire partie du groupe et qui arrivent parce qu'il y a vraiment beaucoup d'investisseurs, parce que les investisseurs, nous savons qu'ils sont capables d'investir et qu'il est possible que cela continue à fonctionner dans une telle liberté et que ce soit différent, que les libertés opérationnelles soient reconnues et que les libertés opérationnelles soient reconnues et que les libertés opérationnelles sur lesquelles nous travaillons tous ensemble, surtout dans le domaine de l'énergie, mais aussi dans tous les autres secteurs. Mais je dois dire que c'est important qu'ils viennent. Notre vie est cette belle époque qui relie les mondes, pas seulement sous notre propre personne, mais aussi la tienne, celle que tu as à l'Université de la Défense. Je ne pense pas que ce soit un monstre et il ne devrait pas en être un pour que tout le monde sache pourquoi ta personne arrive, pourquoi tu as interagi avec ta personne dans la première nature et maintenant dans la seconde nature afin que ta personne s'y habitue plus tard. Mais il est important de comprendre à quel point la personnalisation est importante entre les entreprises, entre les entreprises, entre les entreprises. Après cela, nous continuons encore à grandir, nous continuons encore à grandir et la personnalisation que ceux qui étaient directement avant nous dans les entreprises ont pratiqué était quelque chose de spécial pour tout le monde dans le monde et je pense qu'ils ont encore plus pratiqué la personnalisation. C'est quelque chose, par exemple, que je peux te dire, que le président Trump a un lien plus large avec ton activité parce que ton activité est un besoin. Parce que notre université ici à Kölsöni, jusqu'à nos collaborateurs, joue aussi un rôle très important et intéressant dans la proximité de notre valeur nationale. Si les financements sont réalisés, s'il est possible d'obtenir des livraisons sur demande, si chaque université devient un lieu de liberté pour la société, alors je souhaite que le président Trump se prépare vraiment pour nous afin que nos libertés, nos sociétés, la valeur de nos biens, puissent t'aider, puissent se rencontrer si tout cela se réalise un jour. Et évidemment, en ce qui concerne les finances et tout ce qui s'y rapporte, je pense aussi que c'est la raison pour laquelle, lors de votre visite en novembre, vous avez constaté une prolongation et une suspension de l'imposition des sanctions, ce qui a permis d'avancer sur le dossier de l'énergie. C'était grâce à cette relation personnelle. C'est parce que nous voulons que vous continuiez, parce que nous voulons que cette économie prospère. Nous voulons que ce pays réussisse. C'est dans notre intérêt national, surtout tant que vous êtes le Premier ministre et le dirigeant de ce pays, c'est dans notre intérêt national que la Hongrie réussisse. Cela aide l'Amérique et évidemment cela vous aide aussi. C'est donc un honneur d'être avec vous ici aujourd'hui. Nous avons beaucoup de choses sur lesquelles nous pouvons continuer à travailler. Nous voulons également vous remercier et je tiens à vous remercier au nom du président des États-Unis pour le rôle indispensable que vous avez joué au sein du Conseil de la paix. Tout le monde n'est pas au Conseil de la paix et tout le monde, vous savez, pour différentes raisons, peut y participer ou non. Mais vous, vous y êtes et vous y êtes depuis le tout premier jour. Et encore une fois, c'est un témoignage de la relation personnelle entre le président Trump et le Premier ministre Orban, ce qui, à mon avis, en dit long. Le rôle que vous jouez sur le plan géopolitique, le rôle que vous jouez même en dehors de cette région dans les affaires concernant le Moyen-Orient est inestimable et indispensable.
Et nous en sommes très reconnaissants. Et c'est pourquoi, après avoir voyagé à Munich pour la conférence sur la sécurité, je tenais à m'assurer que nous passions ici pour continuer à renforcer cette relation et pour signaler très clairement que non seulement nous vivons un âge d'or, mais que nous n'avons même pas encore effleuré la surface de ce que nous pouvons accomplir ensemble en tant que peuple, en tant que nation et en tant que dirigeants. Et donc, je vous remercie de m'offrir l'opportunité d'être avec vous tous ici aujourd'hui. Et merci pour cette invitation très chaleureuse et pour les conversations très importantes que nous avons eues, où nous avons abordé un grand nombre de sujets et de thèmes qui, je pense, susciteront un grand intérêt à Washington à mon retour. Merci. S'immiscer dans la campagne électorale d'un autre pays n'est pas très courant. Mais ensuite, j'ai compris que c'était compréhensible. Car bien sûr, l'élection hongroise est avant tout la plus importante pour le peuple hongrois. Mais elle a aussi un impact en dehors de la Hongrie. Et les Ukrainiens ont raison de penser qu'il est significatif de savoir quel gouvernement dirigera la Hongrie. Et il n'y a que deux options. L'une d'elles, que vous connaissez bien, c'est l'option du peuple hongrois, qui, lors d'un vote, le Vox 2025, a clairement exprimé son refus. Ils n'acceptent pas que l'Ukraine rejoigne l'Union européenne, car ils sont convaincus que cela nous entraînerait dans la guerre et ruinerait notre économie. Et vous savez aussi que nous ne donnons pas d'argent à Bruxelles pour cela, pour qu'il l'envoie ensuite en Ukraine. L'autre possibilité, qui est une véritable option, et c'est ce que souhaitent les Ukrainiens, et on peut le comprendre avec du bon sens, c'est que si un gouvernement arrive au pouvoir qui veut, ou du moins accepte que l'Ukraine devienne membre de l'Union européenne et qu'ils veulent un gouvernement qui participe au fardeau financier de l'Ukraine, c'est-à-dire qui envoie de l'argent en Ukraine. C'est la situation. Et pour les Ukrainiens, il n'est pas indifférent de savoir comment cette élection va se décider. C'est pourquoi ils ont décidé de participer et nous nous tenons sur le terrain du bon sens. Il ne faut donc pas s'en étonner. Il vaut mieux s'y adapter. Nous devons donc prendre acte que le président ukrainien et l'Ukraine joueront un rôle actif dans cette élection et nous devons l'emporter face à eux aussi. Voilà la réalité. Tout le reste, tout ce qui concerne l'avenir de la guerre, le financement, etc., dépasse le cadre de cette conférence de presse. Je vais m'y plonger, mais je reviens juste sur un seul aspect. Il s'agit d'une élection. Lors d'une élection, ce sont les gens qui décident, et pour l'Ukraine, il n'est pas indifférent de savoir quelle sera cette décision. C'est pourquoi ils participent de tout leur poids et avec tout leur arsenal à la campagne hongroise. Nous savons d'ailleurs qu'ils financent aussi nos adversaires. Nous savons comment cela se passe. C'est un fait consigné, bien connu. Mais encore une fois, je le répète, il ne faut pas s'en indigner. Eh bien, ce qu'il faut absolument retenir comme point essentiel et fondamental, c'est que le système électoral de l'Union représente le pilier central de notre démocratie, garantissant ainsi que chaque voix soit entendue de manière équitable et transparente à travers l'ensemble des institutions qui composent notre vaste organisation politique actuelle. Regarde un peu cette ville magnifique. Et nous voulons faire tout ce que nous pouvons pour y mettre fin. Nous sommes la seule nation sur Terre qui apparemment peut amener les deux parties à la table pour discuter. Je ne suis pas là pour insulter qui que ce soit, mais les Nations Unies n'ont pas réussi à le faire. Aucun autre pays en Europe n'a réussi à le faire. Les États-Unis ont réussi à amener les deux parties à discuter. Je veux dire, pour la première fois depuis plusieurs années, vous avez en fait à un niveau technique des responsables militaires des deux camps qui se sont assis ensemble. La semaine dernière au Moyen-Orient, et nous reprendrons ces discussions à Genève plus tard cette semaine, c'est très positif. Nous essayons simplement de jouer un rôle pour aider à un accord sans l'imposer à personne. On ne force personne à signer un accord non souhaité. On veut juste aider car c'est un conflit dévastateur. Cette guerre n'aurait jamais dû exister et doit finir au plus vite. C'est ce que ressent le président et le président a investi énormément de temps et de capital politique pour essayer de jouer un rôle utile. D'habitude, vous savez, d'après mon expérience en géopolitique, lorsqu'un président essaie de s'impliquer dans la recherche de la paix et de mettre fin à des guerres, cela est généralement salué. Donc c'est l'une des rares fois, pour de nombreuses raisons différentes. Je ne sais pas vraiment lesquelles, mais je peux peut-être spéculer sur ce qu'elles sont.
où les gens critiquent en fait un président qui essaye de mettre fin à une guerre, alors que d'habitude, quand on essaye de mettre fin à des guerres, la communauté internationale vous applaudit. C'est l'une des rares guerres que j'ai jamais vues où certaines personnes dans la communauté internationale vous condamnent pour avoir essayé d'aider à mettre fin à la guerre, mais c'est ce que nous essayons de faire. C'est ce que nous allons continuer à faire tant que notre rôle et notre engagement restent positifs. Et j'espère que la guerre prendra fin. Le plus tôt sera le mieux. Elle aurait dû finir depuis longtemps et n'aurait jamais dû avoir lieu. Cette guerre n'existerait pas si Donald Trump avait été président des États-Unis à son commencement. Mais c'est ce qui s'est passé. Et donc nous en sommes là aujourd'hui. Nous allons donc continuer à faire tout ce que nous pouvons pour essayer d'y mettre fin. Si nous y parvenons, je pense que le monde sera un endroit meilleur. Et si nous n'y arrivons pas, malheureusement, la souffrance, la mort et les tueries continueront. Et ce n'est bon pour personne, mais c'est là où nous en sommes. Alors, espérons que nous pourrons l'arrêter. Mais voyons voir. Ensuite, CBS News, s'il vous plaît. Olivia. Merci beaucoup. Budapest est en réalité magnifique. Mais, monsieur le secrétaire, concernant la notion d'âge d'or, pourquoi les États-Unis ne conditionnent-ils pas une coopération plus étroite avec Budapest ? Concernant la Hongrie, réduisant sa coopération étendue et croissante avec la Chine, qui est un rival stratégique pour les États-Unis. Deuxièmement, si, malgré le soutien du président Trump et votre visite ici, le Premier ministre Orbán n'y parvient pas et perd l'élection d'avril, est-ce que les États-Unis s'engagent à travailler de manière constructive avec son adversaire? Monsieur le Premier ministre Orbán, est-ce que vous engagez-vous à accepter une défaite électorale si elle survient? Et à vous deux, monsieur le Premier ministre. Orbán a déclaré que l'exemption accordée à la Hongrie pour les achats d'énergie russe est indéfinie. Les États-Unis ont déclaré qu'elle était valable pour 1 an, laquelle est correcte. Merci. Très bien, laissez-moi commencer par répondre à cette question. Tout d'abord, pour que tout le monde soit bien clair, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je vais le redire. Sous la présidence de Trump, nous nous attendons à ce que chaque nation sur Terre agisse dans son propre intérêt national. C'est ce que les nations sont censées faire. Si le Premier ministre de la Hongrie n'agit pas dans l'intérêt national de la Hongrie, il ne restera pas Premier ministre longtemps. Mais qui va agir dans l'intérêt national de la Hongrie si leur Premier ministre ne le fait pas? Si votre gouvernement n'agit pas dans votre intérêt national, alors qui le fera? D'ailleurs, nous ressentons la même chose pour l'Amérique. Ainsi, dans les cas où notre intérêt national et celui d'un autre pays sont alignés, cela représente une opportunité de partenariat extraordinaire et nous avons de très nombreux domaines où nos intérêts nationaux sont alignés. Là où nous ne sommes pas alignés ou que nous avons des divergences, cet alignement et nos liens profonds deviennent alors particulièrement essentiels. Car c'est précisément dans ces moments-là que l'on peut s'écouter, trouver un compromis et réussir à travailler ensemble. Mais nous ne demandons à aucun pays au monde de s'isoler de qui que ce soit. Nous comprenons que chaque pays dans le monde doit composer avec la réalité de sa géographie, de son économie, de son histoire et des défis de son avenir. Nous partagerons évidemment avec nos partenaires et amis les préoccupations que nous pouvons avoir sur certains sujets. Mais à titre d'exemple, les États-Unis, vous avez mentionné la Chine comme exemple, d'accord ? Nous avons des échanges commerciaux et des relations avec la Chine. Le président des États-Unis va se rendre en Chine en avril. Pourquoi? Parce que la Chine est un grand pays, il y a plus d'1 milliard d'habitants, c'est la 2e plus grande économie du monde, il possède des armes nucléaires, ce serait insensé, d'accord, ce serait fou, que les États-Unis et la Chine n'aient pas de relations et n'interagissent pas l'un avec l'autre. Maintenant, 2 grands pays comme cela, avons-nous des divergences? Absolument. Et nous devrons gérer ces divergences. Et certaines de ces divergences sont des sujets sur lesquels nous nous sommes exprimés de manière très franche, claire et répétée. Le fait est qu'il n'est bon pour personne, ni pour le monde, de dépendre d'un seul pays ou d'une seule économie pour 90% de quoi que ce soit, surtout pour des choses comme les chaînes d'approvisionnement critiques. C'est une réalité. Nous voulons diversifier les chaînes d'approvisionnement à travers le monde. Nous l'avons dit clairement. Ce n'est pas une position anti-Chine, c'est simplement la réalité. Une dépendance excessive à une seule source n'est pas bonne. Et surtout lorsqu'il y a eu par le passé une volonté d'utiliser cela comme levier les uns contre les autres, mais nous nous y attendons. Nous poursuivons ces objectifs dans le cadre de l'intérêt national des États-Unis. L'intérêt national,
C'est pourquoi nous avons rencontré les Chinois en Corée du Sud plus tôt cette année et avons pu parvenir à un accord sur certaines questions commerciales. C'était un intérêt mutuel entre eux et nous. La géopolitique est donc difficile parce qu'elle exige un peu de maturité et de sérieux. D'accord, cela demande un peu de sérieux, car ces choses ont de réelles implications. Et l'équilibre des relations entre les États-nations exige de la maturité et du sérieux. Donc, notre relation ici, vous avez posé la dernière question à ce sujet. Écoutez, je vous dis simplement la vérité. Le président a une relation très étroite avec le Premier ministre. C'est vrai, et cela a eu des avantages concrets dans notre relation. Je ne vais pas spéculer sur l'avenir. L'avenir de ce pays dépend de ses électeurs, ils décident, et nous aimons le peuple hongrois. Écoutez, je ne vais pas hésiter. Je vais être très franc avec vous. Le Premier ministre et le Président entretiennent une relation personnelle et professionnelle très très étroite. Et je pense que cela a été bénéfique pour nos deux pays. La levée des sanctions, monsieur, dans un délai d'1 an? Qu'est-ce que c'est? Désolé? La levée des sanctions sur les achats d'énergie russe. Oui, mais voici comment je formulerai cela. Ces dérogations aux sanctions sont dues avant tout à la relation entre le Premier ministre et le Président. Et donc je pense que tout ce que je peux vous dire, c'est que cette relation et l'importance de cette relation, ainsi que l'importance de cette relation pour notre relation bilatérale, sont à la base de la décision prise par le Président. Et je pense que cela continuera de la sous-tendre tant que, vous savez, cette relation restera un facteur dans nos relations bilatérales. Merci beaucoup, Votre Excellence. Donc, la réponse à votre question, pour ceux qui sont relativement jeunes, il est difficile de connaître l'histoire politique moderne de la Hongrie. Mais si vous regardez attentivement, vous verrez que je ne suis pas seulement enregistré comme le Premier ministre en exercice le plus longtemps en Europe, ce qui signifie 20 ans, mais je suis aussi le chef de l'opposition ayant servi le plus longtemps, avec 16 ans, vous voyez? Donc j'ai passé 16 ans en tant que chef de l'opposition. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que parfois je perds, parfois je gagne. Alors n'ayez pas peur de ce qui arrivera si nous ne gagnons pas, parce que cela arrive régulièrement ici, au moins déjà 4 fois. Il n'y a donc aucune raison d'avoir peur de ce qui va se passer en Hongrie. La démocratie hongroise est très forte et le gouvernement de ce pays croit fermement en la démocratie, la compétitivité et la concurrence en politique également, comme nous l'avons fait au cours des 35 dernières années. Donc notre bilan est très solide, aussi bien du côté du gouvernement que de celui de l'opposition. Le gouvernement sera donc formé après les élections en Hongrie, conformément à la volonté du peuple hongrois, et la Hongrie, en tant que pays, restera forte de toute façon. Bonjour, je suis Balas Korochi d'Index. Je vais poser ma question en anglais, car je pense que ce sera plus facile pour vous. En anglais plutôt qu'en hongrois, absolument. Vous pouvez poser la question en espagnol. Peut-être l'italien, je pourrais l'apprendre. Mon espagnol est assez faible. D'accord. Alors, monsieur le Premier ministre, vous avez mentionné l'invitation du président Trump. J'ai une question pour vous deux. Y a-t-il eu des discussions concernant une éventuelle visite du président Trump? Et si oui, quand pourrait-elle avoir lieu? Et s'agira-t-il d'un sommet pour la paix? Et une question rapide. Y a-t-il eu des avancées concernant de nouveaux accords entre la Hongrie et les États-Unis? Traité fiscal, car le dernier a été résilié il y a 2 ans. Merci. Concernant la visite, pas de nouvelles aujourd'hui. Je sais que le président adorerait vraiment être ici, évidemment, comme tout dirigeant mondial. Beaucoup d'équilibre à gérer, mais nous verrons la suite. Le président a été très clair concernant ses sentiments envers le Premier ministre, tant sur le plan personnel que politique, sur leurs relations et l'impact que cela a sur nous. Et donc, si je suis ici aujourd'hui, c'est pour m'assurer que, après la conférence de Munich sur la sécurité, étant tout prêt, nous avons saisi l'occasion de venir aujourd'hui pour poursuivre notre rencontre historique. Pas de mise à jour sur le traité fiscal pour le moment, mais cela pourrait arriver bientôt. C'est un sujet que nous allons examiner. Ce n'est pas... Il est inutile d'espérer de véritables avancées à long terme. Dans le cadre de la politique internationale actuelle, par exemple, nous rencontrerons le président des États-Unis d'Amérique ce jeudi. Cela n'était pas prévu à l'agenda il y a 2 semaines. Je veux simplement dire que les événements évoluent de telle manière.
et que la politique internationale est tellement confuse que des changements significatifs peuvent survenir ici en 3 ou 4 jours. Par exemple, à Sarmanissègue, lorsque la première grande consultation a été convoquée pour former le Conseil de la paix, cela n'a pu être considéré comme acquis que 2 ou 3 jours auparavant. Ainsi, en politique internationale aujourd'hui, ce n'est pas la planification à long terme, mais la capacité de réagir rapidement qui constitue le véritable avantage. Et les Américains sont très doués pour cela, pour cette réactivité. Donc, le fait que nous ne sachions rien avec certitude ne signifie pas que cela n'arrivera pas. En fait, cela pourrait signifier le contraire. Moins on en sait, plus c'est probable que ça arrive. Nous ne fermerons pas non plus cette porte. Voilà où nous en sommes. Merci. Et pour terminer, la toute dernière question ici est pour le rage test. Merci, monsieur le secrétaire. Ravi de vous voir, monsieur le Premier ministre. Juste 2 questions, monsieur. Le secrétaire, l'Iran cherche à conclure un accord nucléaire avec les États-Unis. Selon eux, cela apporterait des avantages économiques aux 2 parties. Est-ce acceptable pour les États-Unis, même si cela ne couvre pas le programme de missiles balistiques de Téhéran? Récemment, un juge de l'immigration américain a statué qu'il n'y avait aucune raison d'expulser une étudiante de l'université Tufts qui avait écrit une tribune sur Gaza. Un second juge a déclaré que l'utilisation de la menace d'expulsion violait les droits du premier amendement pour des personnes comme elle, car ces droits s'appliquent aussi aux étrangers. Quelle est votre réaction à cela? Et monsieur le Premier ministre, je voulais simplement revenir sur la question de la Chine. Le secrétaire vient de parler de l'équilibre des relations. Vous avez fait pression, beaucoup pour attirer davantage d'investissements chinois en Hongrie. Comment allez-vous vous assurer que cela ne posera pas de problème dans votre relation avec Washington? Merci. Oui, concernant les 2 questions que vous avez posées. D'abord, sur le cas de l'étudiante, mon travail au département d'État consiste à identifier quelqu'un dont je pense qu'il est présent, un non-citoyen ou un invité aux États-Unis, et que nous identifions que sa présence représente une menace pour notre politique étrangère ou notre sécurité nationale. Nous allons retirer le visa de cette personne. C'est ce que nous allons faire. Nous l'avons fait dans de nombreux cas au cours de l'année écoulée. Nous l'avons fait. Les visas ne sont pas un droit, je l'ai déjà dit, et je ne comprends pas pourquoi certains ont du mal à le saisir. Je le redis donc une dernière fois. Un visa n'est pas un droit automatique. Il n'existe aucun droit constitutionnel à l'obtenir. Un visa est une autorisation d'entrer dans notre pays en tant que visiteur. Si vous entrez dans notre pays comme visiteur, que vous soyez étudiant, touriste ou journaliste, et que vous menez des activités contraires à la sécurité nationale des États-Unis, nous vous retirerons votre visa. En fait, si nous l'avions su, nous ne vous aurions probablement pas accordé ce visa. C'est ce que nous faisons. La décision d'expulser quelqu'un après le retrait de son visa relève d'autres agences de notre gouvernement. Quant aux juges, ils sont une autre branche du gouvernement. Ils ne vont pas nous dire comment mener la politique étrangère des États-Unis. S'ils contestent de la procédure d'expulsion, cela relève d'autres agences gouvernementales chargées de son application. Tout ce sur quoi je peux me prononcer, c'est le retrait du visa de quelqu'un. Et aucun juge ne dira à la branche exécutive comment mener la politique étrangère, car cela ne relève pas des juges, mais de la branche exécutive. Pour votre première question sur l'Iran, écoutez, conclure un accord avec l'Iran n'est pas facile. Je l'ai dit hier, je vais le répéter aujourd'hui. Je veux dire, il faut comprendre qu'en fin de compte, l'Iran est gouverné par des clercs chiites radicaux qui prennent leurs décisions politiques et stratégiques sur la base d'une pure théologie. C'est précisément pour cette raison qu'il est si difficile de conclure un accord diplomatique durable avec ce pays. On a dit que c'était dur, mais on va essayer. Le président s'y emploie. Je ne préjuge pas de ces discussions. Je ne vais certainement pas négocier avec l'Iran ici, devant la presse et sur scène. Nos négociateurs s'y rendent pour discuter. On verra la suite, en espérant un accord. Le président préfère toujours des issues pacifiques et négocier aux autres options. C'est un président qui a montré sa volonté d'échanger et de rencontrer tout le monde. Et je pense que s'il y a une opportunité ici de... Dites-moi, j'imagine qu'il m'est tout à fait possible de vous répondre directement en utilisant la langue hongroise, n'est-ce pas? C'est une option qui me semble pertinente, mais j'aimerais vraiment comprendre quel est votre point de vue à ce sujet. Selon votre propre analyse et votre réflexion personnelle, pour quelles raisons précises devrais-je m'exprimer en hongrois plutôt que dans une autre langue? Qu'est-ce qui, d'après vous, justifierait un tel choix linguistique dans le contexte actuel de notre conversation? Il existe un fait essentiel que nous devons impérativement prendre en compte dans l'ensemble de nos relations internationales, comme un point de référence constant, à savoir que nous sommes membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN.
Et cela signifie que, dans le domaine des questions de sécurité, cette appartenance délimite clairement les frontières de la coopération avec les autres nations. C'est un aspect qui, dans le domaine des questions de sécurité, définit précisément le cadre de nos interactions sur la scène mondiale. En fait, la Hongrie ne coopère en matière de sécurité qu'avec des États membres de l'OTAN. Au-delà de cela, c'est-à-dire dans le domaine du commerce, notre objectif est de coopérer avec le plus grand nombre possible de partenaires. Et si jamais notre coopération ne plaît pas à l'un de nos partenaires, il nous le fera savoir. Et s'il nous le dit, alors nous en discuterons. Cela fait plus de 30 ans que je travaille avec des Américains. Bush, le père, le tout premier président George H.W. Bush, le père, a été le premier que j'ai eu l'honneur de rencontrer. Depuis cette époque, je ne sais même plus dire à combien de successeurs nous en sommes aujourd'hui. Et j'ai acquis une solide expérience avec les Américains. La meilleure approche possible, c'est de tout dire franchement et en toute transparence. Donc, nous jouons carte sur table. Nous jouons à visage découvert. Notre partenariat stratégique repose sur la franchise. Et si quelque chose ne nous plaît pas, nous n'hésitons jamais à le formuler clairement. Et si quelque chose ne plaît pas aux Américains, ils nous le diront. Je peux vous dire qu'il n'y a eu aucun point de conflit depuis que le nouveau président est en place. Je n'en ai rencontré aucun dans le domaine de notre coopération avec les États-Unis. Ce n'était pas le cas auparavant. Lorsque l'administration démocrate était au pouvoir, nous avions beaucoup de conflits. Même à ce moment-là, nous avons défendu ouvertement notre position. Nous n'avons pas pu coopérer avec cette administration. Avec l'actuelle, une chose n'a pas changé. Les Hongrois disent de toujours ce qu'ils veulent. Pourquoi? Comment ils le souhaitent? Ce à quoi ils s'opposent, ce qu'ils soutiennent, ce qu'ils demandent. Nous sommes un partenaire fiable parce que nous sommes directs. Cela vient de notre culture politique. Nous sommes partisans du franc-parler. Et quand je regarde l'actuel président des États-Unis, c'est comme s'il venait de la même école. Lui non plus n'a pas l'habitude de tourner autour du pot. Il a dit qu'il allait aborder tout ce qu'il considère comme étant dans l'intérêt des États-Unis, qu'il n'y a pas de sujet tabou, que l'on peut parler de tout. Cela inclut les questions soulevées par la Chine ou toute autre question. À mon avis, c'est très bien ainsi. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, monsieur le Premier ministre, merci. Notre conférence de presse est terminée. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une excellente journée.